Franck Pucciarelli, bonjour. Bonjour Tom. Alors, Franck, voici le deuxième CITREP du 6 septembre 2017. Tu es coordinateur pour l'Europe du Comité révolutionnaire international et de nombreuses semaines après le CITREP numéro 1, tu as souhaité un petit peu nous donner des nouvelles de l'intérieur de la Libye, surtout qu'en ce moment les choses s'accélèrent. Et elles s'accélèrent d'une manière massive même, parce que les choses se mettent en route un peu partout en Libye, et c'est l'occasion pour toi de nous dire dans quelle mesure les choses ont vraiment pris une dimension très importante, et il faut s'attendre à des changements radicaux dans quelques semaines, peut-être maximum. Voilà, je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, lors du dernier CITREP, bien évidemment, des événements majeurs se sont produits en Libye, notamment la déclaration du Conseil social de Zenten, qui ont annoncé la liberté officiellement de Saïf al-Islam, Kadhafi. Je t'avais déjà à l'époque annoncé que avant cette libération, certains pays nous présentaient comme la troisième force, oui. Et la troisième force en Libye. Et donc il s'avère qu'aujourd'hui, avec cette libération officielle de Saïf al-Islam, cela est venu conforter ce que l'on peut expliquer, et ce que j'ai pu expliquer dans tes CITREP, l'importance et le poids de Saïf al-Islam, puisque ces geôliers l'ont libéré officiellement. Il est actuellement en Libye, en sécurité, et il y a depuis des rassemblements quasiment quotidiennement, dans de nombreuses régions libyennes, que ce soit dans le sud, que ce soit à l'ouest de la Libye, mais aussi dans la région de Misrata, à Benghazi, à Tobrouk, où des chefs de tribus font des déclarations publiques qui vont être filmées sur des téléphones portables et qui sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux libyens. Bien évidemment, il y a toujours cette omerta médiatique, malgré le fait qu'on commence un peu à voir certaines presses occidentales commencer à mettre un léger focus sur la réelle situation en Libye, à savoir que l'importance des tribus aujourd'hui est de plus en plus importante. La preuve en est le 1er septembre, qui était donc dernier, qui est l'anniversaire de la fête El Fatah, le 48e anniversaire de la révolution libyenne. Je tenais à rappeler que Muammar Kadhafi ainsi que des officiers libres, des unionistes libres, avaient renversé la monarchie du roi en place, qui avait été placé par les anglo-saxons. Donc il y a eu des célébrations très importantes en Libye, bien plus importantes que l'année dernière, dans l'ensemble des villes libyennes. Voilà, donc on sent vraiment qu'aujourd'hui le peuple appelle à cette libération de la Jamaïa arabe libyenne, puisque ces populations sont sorties avec les drapeaux verts, qui est le drapeau de la Jamaïa arabe libyenne, mais aussi avec les portraits du guide Muammar Kadhafi et de Saïf al-Islam. D'ailleurs, ce qui est notable, c'est que ces manifestations se passent dans certaines régions où les takfiristes, c'est-à-dire des groupes terroristes, sont toujours présents, c'est-à-dire au nez et à la barbe de ces factions terroristes. C'est dire à quel point la détermination du peuple libyen présent en Libye est grande. Complètement, on a eu des rassemblements en Tripolitaine, qui sont des zones tenues par des milices takfiristes, mafieuses, au service de M. Sarraj, de ce gouvernement d'union nationale, qui en a que le nom d'ailleurs. Et effectivement, face à ce ras-le-bol généralisé que vit le Libyen au quotidien,
les populations ont bravé cette interdiction des rassemblements pro-Kadhafi, puisqu'il y a toujours cette loi en vigueur qui interdit les rassemblements pro-Kadhafi, y compris dans des zones. Alors bien évidemment, nous n'avons pas pu organiser ces rassemblements populaires à Tripoli, puisque je tiens quand même à rappeler à tes auditeurs qu'en 2015, lors des premiers rassemblements en faveur du retour de la Jamaïque arabe libyenne, il y a eu plusieurs centaines de morts. Bien évidemment, cela avait été complètement occulté par toutes les chancelleries présentes à l'époque, occidentales bien évidemment, et les médias de fait. Donc, mais néanmoins, on voit qu'actuellement, certaines milices vont jusqu'à libérer nos camarades détenus depuis 2011. Ça a été le cas à peu près une semaine où à Misrata a libéré une centaine d'officiers de la Jamaïque arabe libyenne et des généraux dans la zone de Zawiya, qui sont des zones tenues justement par ces milices takfiristes. On voit qu'aujourd'hui, le Conseil des tribus libyennes négocie avec les notables de ces villes pour pouvoir libérer et récupérer nos camarades. Et on voit que ces notables, on commence à avoir de plus en plus de poids à l'encontre de ces milices takfiristes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce que c'est une situation inédite, dirons-nous, qui aurait été encore impensable il y a encore quelques mois. Donc on sent qu'effectivement il y a quelque chose vraiment d'assez fort qui se passe à l'intérieur. Il y a eu des rassemblements aussi assez bas, où là la population a été protégée par la défense populaire, donc par des hommes, des citoyens libyens armés, pour protéger les populations, puisqu'à Seba, il y a toujours cette troisième colonne de Misrata, qui sont des milices takfiristes, et qui d'ailleurs avaient été responsables de la mort de nos camarades à Brak el-Chati. On en avait parlé, me semble-t-il, lors du dernier CITREP. Donc on voit qu'aujourd'hui, ces milices ont quand même de plus en plus de mal à imposer leur doctrine politique, qui émane de cet islam politique, l'idéologie des frères musulmans, pour l'essentiel. Donc on sent vraiment qu'aujourd'hui, la population, face à ce chaos généralisé, à cette libanisation, parce qu'on peut maintenant employer ce terme, en appelle vraiment à la libération du pays et à ce que Saïf al-Islam puisse en prendre la tête pour redonner la dignité au peuple libyen, cette paix, cette sécurité dont il jouissait avant le coup d'État orchestré par l'OTAN et par les monarchies du Golfe. D'ailleurs, oui, j'allais faire une parenthèse pour rappeler un détail de masse, si je puis dire, c'est que l'intervention de l'OTAN était présentée comme un apport de la démocratie à la entre guillemets dictature de Kadhafi. Mais il faut quand même noter une chose que évidemment les médias occidentaux mainstream se sont bien gardés de dire, c'est que la moitié de la population libyenne a fui le pays, ce qui est quand même la manifestation d'une opposition à l'intervention de cette OTAN soi-disant démocratisante. Voilà, c'est pour dire que en général, quand quelqu'un est satisfait d'une situation, il ne prend pas la fuite. Donc là, il y avait la moitié de la population, c'est-à-dire 50% au minimum, sans compter les gens qui évidemment étaient restés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de fuir. Complètement. Et ensuite, il y a aussi d'autres qui sont restés en résistance. Oui. D'ailleurs, c'est grâce à justement à cette résistance qu'aujourd'hui il n'y a pas d'État, en Libye. Cette colonisation de la Libye a été un échec. Aujourd'hui, que ce soit du côté de Sarraj ou d'Hafter, il y a bien évidemment un échec cuisant de cette volonté de mettre un État avec un système parlementaire qui ne peut pas fonctionner en Libye, non pas au-delà du fait qu'on est dans une société tribale, mais simplement parce qu'il y avait la démocratie directe en Libye, et que c'était le peuple qui était souverain et qui, de fait, décidait de l'investissement de cette manne pétrolière, de cette richesse, qui aujourd'hui est vampirisée
par les compagnies pétrolières et des lobbies mafieux, on va appeler donc comme ça, qui s'accaparent cette richesse aux dépens du peuple. C'est la raison pour laquelle ce peuple sort maintenant. Parce que cette soi-disant révolution du 17 février n'a produit que le chaos et le néant pour le peuple libyen, pour le citoyen libyen. Après, on parlera aussi des conséquences pour les pays limitrophes, pour l'Europe, avec ces vagues de migrants qui sont des réseaux bien établis, hein, bien ciblés, on en avait parlé, et puis cette menace de l'État islamique auprès des populations européennes, puisque il y a aussi un fait important qui s'est produit, ce sont les attentats de Manchester. Oui. Où il a été prouvé que l'auteur de l'attentat était très proche de M. Abdelhakim Belhadj. Suite à cela, M. Abdelhakim Belhadj a été mis sur la liste noire de terroristes de quelques pays du Golfe, mais aussi de l'Égypte, je crois. Et M. Abdelhakim Belhadj n'est plus en Libye. Actuellement, il est en asile politique entre la Turquie et le Qatar. Donc ça, c'est aussi un fait important. Pourquoi ? Parce que je tiens à rappeler que M. Abdelhakim Belhadj avait été reçu en 2014 au Santiremo, que nous, membres des comités révolutionnaires internationaux, étions intervenus lors de cette conférence pour dénoncer la présence de ce terroriste sur le sol français, qui, au départ, le Quai d'Orsay continuait dans la politique de Nicolas Sarkozy, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a financé ce terroriste en vue de renverser le pouvoir en place. Alors peut-être qu'on peut... Donc ça c'est un point important. Okay. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, M. Abdelhakim Belhadj n'est plus, malgré le fait qu'il a encore le contrôle. Hein. Alors, pour vos auditeurs, sa fortune est estimée à 5 milliards de dollars. Hein? Alors ça, on peut multiplier, je pense, par 10. Celui-là, c'est des chiffres officiels. Donc il a fait une fortune depuis 2011 en s'accaparant les richesses du peuple libyen. Et sa fortune sert aujourd'hui à financer les réseaux terroristes en Europe. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Abdelhakim Belhadj, maintenant, essaye, au travers de différents médias et grâce à sa richesse, d'essayer de se redorer une image. Mais je pense que les services de renseignement maintenant extérieurs de différents pays européens ont l'information que cet homme est responsable des attentats en Europe et qu'il en est l'argentier, tout au moins l'argentier. Voilà. Et ça, ce sont des choses que nous avons dénoncées dès 2014. D'accord. Donc c'est important de le dire. C'est que en France, des réseaux proches du pouvoir se sont servis de l'État pour des intérêts économiques, certains et évidents, puisque M. Abdelhakim Belhadj disposait de 15 à 20 000 miliciens entre Tripoli et Misrata, ce qui est important, et ces milices contrôlaient une partie du pétrole. Le problème, c'est que ce qui n'avait pas été évalué, c'est que cet homme, bien évidemment, a son propre agenda, puisque c'est un frère musulman, ancien numéro 2 d'Al-Qaïda. Cet homme a permis le déploiement de dizaines de milliers de takfiristes fuyant l'Irak et la Syrie qui se sont réfugiés en Libye, dans les zones tenues par ces milices. C'est quand même important de le dire. Et cet homme a son propre agenda. Un agenda idéologique. Cet agenda de porter le fer en Europe et dans le projet de créer cet État islamique. Parce que après la chute, après la déliquescence de l'État islamique en Syrie et en Irak, maintenant l'objectif est de venir
déstabiliser en Europe. Voilà. Et pour ce faire, il dispose bien évidemment de réseaux très bien structurés en Europe, tant de la part d'anciens daïchistes européens qui sont rentrés en Europe, qui sont maintenant en cellule dormante. Alors, ce qui est quand même assez grave, c'est que nous avons Monsieur Fabius, qui au-delà du fait d'avoir dit en Syrie qu'Al-Nosra faisait du bon boulot, oui, a voulu donner une tribune et une légitimité politique et diplomatique à ce terroriste. Voilà. D'ailleurs, Franck, je voulais faire une toute petite aparté, parce que tu as parlé de IREMO. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, pour bien comprendre qui agit dans ce domaine à côté de ce terroriste? Le centre IREMO travaille en collaboration très proche avec Sciences Po, et c'est un centre d'études stratégiques de la Méditerranée. Alors, j'ai plus exactement le terme. Il y a fréquemment des conférences, et M. Abdelhakim Belhadj, à l'époque, avait rédigé un livre avec Isabelle Mandreau, qui était journaliste au Monde à l'époque, je crois qu'elle l'est encore, mais plus du tout sur la zone Libye. Mmh. Et le titre de l'ouvrage était du djihad aux urnes. Voilà. On essayait de redorer un peu l'image. Et donc à cet effet, le Centre IREMO l'a invité. Et dans cette salle, il y avait à peu près 150 personnes. Pour l'essentiel, des journalistes, des experts géopoliticiens sur la Libye notamment, et des représentants du Quai d'Orsay. Voilà. D'accord. Donc, d'ailleurs, je crois même que M. Abdelhakim Belhadj avait tenu en off, puisque nous étions intervenus de manière assez virulente. Mmh. Oui, en effet, il y a des vidéos de je cette crois qu'il était intervenu à Sciences Po, et France 24 lui avait permis de pouvoir s'exprimer sur son projet politique. Ouais. Voilà. Qui est un leurre, bien évidemment, puisque je pense qu'aujourd'hui, les gens à la tête de nos services extérieurs, même en volet diplomatique, n'ont pas appréhendé, n'arrivent pas à saisir un petit peu quelle est la stratégie de ces gens-là. Voilà. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les attentats de Londres ont prouvé que M. Abdelhakim Belhadj était responsable des attentats, tout du moins de Manchester. Donc là, il est bien évidemment isolé. Son retour politique est quasi nul. Et le fait que le Qatar était aussi isolé politiquement a eu un profit positif à la direction du peuple libyen. Parce que pour l'essentiel des milices qui, par intérêt économique, politique, soutenaient Abdelhakim Belhadj, sont en train de se désengager de ce monsieur. Donc son pouvoir commence à se réduire considérablement. Ce qui explique d'ailleurs que nous ayons des rassemblements bien plus importants, puisque ces milices qui, par intérêt, auraient empêché ces rassemblements ne le font plus. Puisque ces gens maintenant se disent que l'avenir de la Libye se portera bien évidemment sur Saïf al-Islam, et qu'ils n'ont plus intérêt maintenant à réprimer les populations qui sortent avec et qui souhaitent exprimer justement ce retour de la gendarmerie républicaine. Comme c'était le cas il y a encore 2 ans. C'est peut-être parce qu'ils craignent des représailles, on ne peut plus muscler, hein. Parce que s'il y a 1 ou 2 ans, la situation était assez terrible pour les Libyens, les civils libyens, c'est parce que les terroristes avaient pratiquement les coups des franches, hein. Alors qu'aujourd'hui, la perspective du retour de Saïf al-Islam, du moins du fils de Muammar Kadhafi au pouvoir, imprime forcément une crainte chez ces terroristes, hein, de finir assez mal, en fait. C'est peut-être ce qui les empêche de commettre l'irréparable. Bon, effectivement, ces milices ont compris que leur avenir allait être considérablement, leur avenir politique, existentiel, risquerait d'arriver à terme, avec le retour bien évidemment de la Jamaïa arabienne. Néanmoins, Saïf al-Islam aujourd'hui
la seule personne qui est capable de réconcilier cette Libye, puisqu'il s'appuie sur le Haut Conseil des tribus libyennes. Et ces tribus libyennes négocient, comme j'ai pu le dire, depuis 2011, justement à cette pacification de la Libye. Mais on a toujours affaire à ces ingérences étrangères. Voilà, puisque ces milices mafieuses, on peut appeler takfiris, que j'appelle milices mafieuses tout simplement, qui servent tout simplement les intérêts de ceux qui les financent. Et là, on a affaire justement à cette ingérence étrangère. Demain, on laisse les Libyens entre eux, ils régleront le problème et de manière légale, puisque qu'est-ce que va impliquer le retour de la Jamaïa arabe libyenne? Ça va impliquer le retour de ces à peu près 1 million, on estime 1 million de fonctionnaires libyens en exil. Donc ces derniers rentreront, reprendront en face leur place, nous aurons un retour de la justice, de l'appareil judiciaire, de l'appareil sécuritaire. Donc à partir de là, un État sans justice, sans police, sans armée n'est pas un État. Oui. C'est ce qui se passe actuellement en Libye. Il y a une absence d'État. Vous avez le général Hafter qui est une Benghazi, tout groupe, mais ça reste des zones très réduites. Et puis ces milices takfiristes et mafieuses qui tiennent la Tripolitaine, Misrata et la zone de Zawiya, où bien évidemment on est sur des zones à Zawiya où le gaz est acheminé directement en Italie. Mais tout ça pour dire que ces milices takfiristes, qui pour certains sont libyens, ont bien compris que ils ne pourront pas faire face à cette volonté populaire et au choix des tribus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra qu'ils se désavouent de leur chef de tribu, ce qui risquerait de les isoler grandement. Aujourd'hui, il y a ces négociations. Nous avons récupéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, des prisonniers. Il y a des négociations en ce sens. Et on a de plus en plus de tribus qui rejoignent le Haut Conseil suprême des tribus libyennes et qui arborent dans leur localité le drapeau vert et font des déclarations en demandant à leurs membres de leur tribu de participer à la libération de la Jamaïa arabe libyenne. Donc ça, on est vraiment dans un changement, puisque c'est vrai que le peuple là est vraiment en train d'exprimer cette volonté. Et ces milices sont quand même non plus, comme tu peux le dire tout à l'heure, c'est ce fameux coup des franges comme ils pouvaient l'avoir encore un an ou deux. Oui. Elles sont désormais acculées, elles sont désormais le dos au mur. Il va falloir qu'elles réagissent d'une manière extrêmement mesurée et prudente, ce qui n'était effectivement pas le cas il y a encore 2 ou 3 ans, ou même assez récemment, puisque le massacre des camarades libyens dans le sud de la Libye, à peine sortis de l'avion après avoir participé à un défilé, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Voilà. Donc assassiné à Brak el Chatti, dans des conditions assez horribles d'ailleurs, sans tenir compte. Alors il y a eu des représailles, puisque par rapport à ça, cette 3e colonne de Misrata, qui était présente dans 2 localités dans le sud, ont été chassées par les tribus libyennes, par la défense populaire. D'accord. Mais j'imagine pas qu'elles ont été chassées gentiment, parce que c'est pas le genre de je dirais de mafia qui va renoncer à se défendre, ou en tout cas à imposer sa politique, ses vues, autrement que par la violence. Oui, mais bien sûr, mais à l'époque ces victoires avaient été attribuées au général Hafter. Ah. Mais parce que toujours ce que les gens n'arrivent pas à appréhender, c'est qu'il y a des accords entre tribus. Il s'avère que le général Hafter, il est là, placé bien évidemment, et ces tribus n'ont que faire de ce maréchal autoproclamé, qui n'a aucun pouvoir, hormis sa tribu,
quelques milices. Il vient d'ailleurs de passer un accord, et là c'est intéressant, pour essayer d'asseoir un peu plus son autorité sur Benghazi. Il vient de passer un accord avec des salafistes. Bon, donc bravo. Ça lutte contre l'islamisation et de la société civile libyenne tombe à l'eau. Oui. Il se présentait comme un laïc, garant de la démocratie, de la liberté de l'individu, de la laïcité, parce que la Jamaïque était un pays laïque. Bon, ça tombe à l'eau. Mais ça, c'est pareil. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des analyses différentes, notamment de la part de RFI, qui commencent vraiment à comprendre un petit peu le jeu. Et donc, du coup, bon, mais la thématique change. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est plus maintenant dans... quand on évoque Muammar Kadhafi, on ne le nomme plus comme le dictateur, comme c'était le cas il y a encore quelques mois. Et on commence à avoir des analyses intéressantes, où certaines vérités que nous dénonçons depuis 2011 commencent à émerger au travers de quelques phrases. Voilà. On nous parle de milices de Misrata très proches des islamistes. Les milices de Misrata, ce sont avant tout des takfiristes, des frères musulmans. Voilà, ça a toujours été ainsi. Et là, on y va doucement, parce que je pense que au vu de toutes ces projections qui ont été faites avec ces pseudo-accords de paix en cours, tout ça est une mascarade, et des gens un peu sensibles comprennent qu'effectivement tout cela, en fin de compte, ridicule, et que la réalité est tout autre. Alors, ils vont être obligés d'ailleurs de se mettre à la page, parce que de toute façon il y aura bien évidemment un soulèvement populaire en Libye. Un soulèvement qui montrera l'isolement total du pseudo maréchal Haftar, comme de son alter ego quasiment, c'est-à-dire le putatif premier ministre libyen Sarraj. La question est de savoir qu'est-ce que ces gens... La question est simple, les Libyens, il reste clairement... Comment leur quotidien a évolué depuis la chute de la Jamaïque arabe libyenne. Il n'a pas évolué, il a dévolué. Je l'ai dit, je le redis, aujourd'hui les Libyens font face à une inflation record. Le taux de change du dinar... alors à l'époque de la Jamaïque, il fallait un dinar pour $1. Maintenant, on est passé à 10, je crois, 20 dinars pour $1, son taux de change. Donc voilà, les Libyens n'ont pas plus de quoi manger. Les hôpitaux, là, il y a eu des rapports d'Amnesty International, où il y a effectivement des hôpitaux, mais il n'y a plus rien. Tout a été volé par les milices mafieuses, a été revendu en Europe ou en Afrique à petit prix, et il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Donc il n'y a plus aujourd'hui de secteur économique en Libye qui permet de subvenir aux besoins premiers de la population. Donc que ce soit Sarraj ou Haftar, ça fait combien de temps là qu'on est sur l'accord de Sikra? Je crois que ça fait 1 an et demi. Le quotidien des Libyens empire de jour en jour. Le pétrole coule, et le pétrole, le peuple libyen ne le voit pas. On ne sait pas où part cet argent. On nous parle que la Libye a endetté la Jamaïque arabe libyenne, avait quand même porté des avoirs conséquents, tant en Afrique qu'en Europe, mais aussi aux États-Unis, au travers du fonds, le fonds Libyan Investment. Cet argent n'a pas été rendu. L'évaluation est bien en dessous des investissements réels qui avaient été portés par la Jamaïque arabe libyenne. Il y a quand même 600 000 barils jour qui sortent officiellement, donc on peut en rajouter 200 000 ou 300 000 en plus qui partent de manière clandestine, et on arrive à avoir un pays avec 3 millions de Libyens en exil qui est endetté. C'est du pillage. Complètement. Mais sauf que les Libyens se rappellent quelle était sa situation sous la Jamaïque arabe libyenne. Donc c'est pour ça que ce soulèvement il est inévitable, puisque cette communauté internationale aujourd'hui s'est appuyée sur des milices qui étaient composées pour l'essentiel de délinquants, puisque lors de la chute de Tripoli,
toutes les prisons ont été attaquées. Donc ce sont des délinquants de droit commun, des criminels, des trafiquants de drogue qui ont pris la tête de ces milices. Donc il est évident que on ne peut pas construire un État avec des voleurs. Alors après, il y a un point de convergence, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens qui ont utilisé ces voyous sont eux-mêmes des voyous. Hein. C'est pour ça qu'ils ont pu s'entendre, hein, d'ailleurs. Ils s'entendent dans le pillage de la Libye. Voilà. Donc ce soulèvement, il est inévitable. Il arrivera quand il devra arriver. Et ça sera prochainement. Et ça se manifeste d'autant plus par rapport à ces rassemblements populaires qui ont lieu ces derniers temps et qui ont lieu quasiment tous les jours en Libye. Tous les jours. Dans une omerta médiatique, hein, comme d'habitude. Voilà. Il y a la même omerta d'ailleurs qui lance un voile pudique sur des manifestations populaires de soutien à la Jamaria arabe libyenne dans le reste de l'Afrique. Hein. C'est-à-dire des manifestations de gens qui se rappellent de l'héritage de Muammar Kadhafi, c'est-à-dire de l'aide financière. Des apports très importants de la Jamaria arabe libyenne auprès des populations africaines, en l'occurrence en leur donnant du travail, en permettant finalement d'utiliser une partie de cette manne pétrolière pour aider l'Afrique à se développer. Complètement, mais comme je te l'avais dit, hein, au sein du CRI, là, nous avons nommé des coordinateurs dans ces pays africains, dont 5 pays en Afrique de l'Ouest. Et on a vu cet été des rassemblements de membres du CRI avec le mouvement jeune panafricain, où effectivement là on a vu cette jeunesse arborer les drapeaux verts et rappeler l'héritage tant politique mais aussi économique des bienfaits que la Jamaria avait porté à la direction de l'Afrique et de son développement et de son émancipation de ceux qui sont en train de piller la Libye. Ça, bien évidemment, c'est occulté parce qu'on n'a pas de rassemblement aujourd'hui en Afrique en soutien à Sarraj ou à Hafter. Donc l'héritage de Kadhafi est ancré aujourd'hui auprès de cette jeunesse militante panafricaine qui se manifeste par des rassemblements. Il y a eu au Niger un rassemblement, il y a plus de 3000 personnes dans une salle. Il y a eu des rassemblements au Tchad, on avait à peu près... là, on est qu'au début. On est qu'au début. Il y a un réseau qui se met en place. On peut s'attendre avant la fin de l'année à des rassemblements qui comprendront par pays plusieurs milliers de jeunes. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque du coup, ça met aussi un peu en pression les chancelleries occidentales et, comme nous on aime à les appeler, les rats libyens. Les rats, comme on dit d'exprimer, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un soutien très actif des populations africaines. Et là, on peut pas, comment dire, on doit l'intégrer dans l'équation. Puisqu'aujourd'hui, Saïf al-Islam, au-delà d'être une solution pour la Libye, il l'est aussi pour l'Afrique. Ouais. Les populations africaines sont visiblement reconnaissantes des bénéfices qu'elles ont récoltés avec la politique de Muammar Kadhafi, donc elles s'attendent, à juste titre probablement, même certainement, à ce que la même chose se produise avec Saïf al-Islam qui a appris de ses erreurs, hein, parce que il a cru la bonne foi des Occidentaux et il s'est rendu compte qu'il avait été trompé. Saïf al-Islam a rentré le loup dans la bergerie. Il est bien sûr malheureusement responsable de la chute de la Jamaria pour avoir notamment négocié la libération des terroristes et dont Abdelhakim Bellach.
qui s'amuse d'ailleurs à faire comprendre qu'il n'y a aucun mal à un retour de Saïf al-Islam. Certains journaux, presse africaine, financés par Misrata, font état que Saïf al-Islam serait encore en contact avec Abdelhakim Belhadj. Donc là on est dans une espèce de manipulation, parce qu'il faut savoir que Saïf al-Islam, aujourd'hui, déjà en 2011, c'était excusé auprès du peuple libyen, c'était excusé auprès du comité révolutionnaire libyen, puisqu'il s'était opposé, le comité révolutionnaire libyen s'était opposé au projet de privatisation que Saïf al-Islam avait voulu initier. D'ailleurs, il avait arrêté au bout de 2 ans. Et Saïf al-Islam s'est rendu compte, bien évidemment, de son erreur. Aujourd'hui, il est impensable d'imaginer Saïf al-Islam Kadhafi participer à des élections souhaitées par les chancelleries occidentales, mais aussi par les Américains ou par la Russie, qui souhaiteraient que Saïf al-Islam accepte de participer à un processus électoral. Ça, c'est impensable d'imaginer cela, puisque Saïf al-Islam a pris conscience de son erreur et sa tâche maintenant est au-delà de la réparer, de reconstruire la Libye. Et cette reconstruction de la Libye se fera avec le peuple libyen et avec les chancelleries qui arrêteront cette ingérence. Parce que de toute façon, ce peuple, il va se libérer. Il est inconcevable d'imaginer Saïf al-Islam se mettre à la table avec Sarraj ou avec Hafter, qui sont les responsables de la destruction de la Libye, oui, qui en sont les acteurs clés, quelque part. En soutenant ces milices, Hafter est à la nationalité américaine, on l'a dit. Hafter, aujourd'hui, défend les intérêts américains. Quand on en parle, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains journalistes soi-disant experts de la question. Bon, non, Hafter, il est libyen. Bon, certes, il a passé 20 ans d'asile politique, mais il faut arrêter de rentrer dans ces considérations. C'est un fait. C'est un fait, c'est-à-dire que le pétrole actuellement, depuis que le maréchal d'affaires Frank Peter part essentiellement auprès de sociétés pétrolières ou de consortiums américains ou pro-américains. Donc voilà. Donc Saïf al-Islam ne peut pas se mettre à table autour d'un homme qui a trahi son pays à 2 reprises, et encore moins auprès de Sarraj, qui a appuyé un semblant d'autorité en s'appuyant sur les milices qui sont responsables de la destruction de la Libye. C'est quelque chose qui n'est pas possible. On peut faire un parallèle, c'est comme si le général de Gaulle aurait eu accepté de se mettre à table avec Hitler et avec Pétain. C'est quelque chose qui était impensable. Ah oui, c'est clair. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chancelleries occidentales n'ont pas compris que cette Jamaria, elle est occupée. Il n'y a pas eu de révolution du 7 février, puisque qu'est-ce que cette révolution a apporté au peuple libyen? Le néant. Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'Europe? Des millions d'Africains qui tentent de rentrer en Europe, et des attentats en Europe. Voilà. Donc il n'y a pas eu de révolution. Il n'y a pas eu de révolution populaire en 2011. Les seuls bénéfices, c'est les multinationales crapuleuses. Hein. Les multinationales les réseaux mafieux. C'est des réseaux mafieux. Au-delà des multinationales, il y a des réseaux, il y a des filières qui se sont fait des fortunes. Des fortunes. Y compris en Europe. Oui. Spécialement même. Essentiellement. En trafic divers et varié, dans le trafic d'armes. Les trafics d'armes qui ont été des échanges d'armes provenance d'Europe contre des tankers de pétrole, ça a proliféré pendant plusieurs années. Donc il y a beaucoup d'argent qui ont circulé de manière officieuse. Sans parler bien sûr aussi du pillage actuellement des richesses pétrolières, gazifières et minières aussi.
Donc Saïf al-Islam ne peut pas négocier avec ces gens-là. Alors il y a des groupes que nous appelons les Ravers, qui sont des anciens de la Jamaïque arabe libyenne, qui sont en exil et qui espéraient rentrer en négociation et plus ou moins forcer Saïf al-Islam à participer à un processus électoral. C'est pour ça que nous appelons les Ravers, parce que cette option est tout bonnement impossible. Et pour cause, Saïf al-Islam a perdu son père, Saïf al-Islam a perdu 2 frères, Saïf al-Islam a perdu beaucoup de membres de sa famille, comme nombreux Libyens, nombreuses tribus ont perdu beaucoup de membres de leur famille. On estime à peu près à 120 000 morts en 2011, sans compter le nombre de morts, d'enlèvements, de détention illégale, de torture pratiquée jusqu'à ce jour. Il est difficilement... c'est très compliqué d'imaginer que cette communauté internationale qui est responsable de la chute de la Jamaria demande maintenant à ceux qui vont la libérer de faire l'impasse sur ce qui a été commis depuis 2011. D'autant que ce que tu nous avais révélé dans un SITREP, je crois, enfin sur le premier SITREP en tout cas, ou à tout le moins dans la vidéo de base, la première vidéo qu'on avait tournée, l'entretien que tu nous avais accordé, les conditions dans lesquelles les élections s'étaient déjà produites en Libye étaient purement scandaleuses. On appelle ça une imposture, c'est-à-dire que on refusait d'emblée à ce que des anciens Libyens, enfin des anciens membres du gouvernement, enfin les administratifs du gouvernement libyen puissent participer, ne serait-ce que pour voter à ces élections, ce qui réduisait en fait le corps électoral à 200 000, à peu près 200 000 Libyens sur 6 millions. C'est ça, les fonctionnaires de la Jamaria, toute personne qui avait des fonctions sous la Jamaria arabe libyenne, hein, donc le facteur, le directeur d'école, le médecin, ne pouvait pas se présenter aux élections, ainsi que les membres de leur famille. Ils ne pouvaient pas voter non plus. Ils ne pouvaient pas voter non plus, c'était la loi d'exclusion. Voilà. Cette loi est toujours active. Alors, Toubrouk l'aurait abrogé. Le problème, c'est que Toubrouk n'a pas le problème qui se pose actuellement, justement, avec cette espèce de gouvernement d'union nationale. Puisque suite aux élections de 2014, il y a eu les frères musulmans ont perdu, donc il y a une scission. D'accord. Donc, le Parlement de Toubrouk, mais qui représente que lui-même, qui a été élu avec peut-être 150 000 Libyens, je crois que c'est 200 députés, donc on fait le calcul, chaque député, s'il peut représenter, c'est insignifiant. Ouais. Donc là, ils appellent à des élections. Alors nous, on a proposé un référendum pour savoir si réellement le peuple libyen considérait la Jamaria arabe libyenne occupée, ou si effectivement il y a bien eu une révolution populaire le 17 février 2011. Aujourd'hui, les chancelleries refusent ce référendum. Refusent tout bonnement ce référendum. Ah oui, c'est évident, c'est évident. On n'en a pas eu de toute façon déjà rien qu'en France depuis 2005. Et encore celui-ci a été bafoué, hein, donc il ne fallait pas s'attendre à un accord de leur part concernant un référendum en Libye, surtout dans les termes où tu les as définis. Hein.